Bonjour tout le monde, on va y aller avec les exercices du synthèse du chapitre 6 pour se pratiquer pour l'examen. Fait que numéro 1, chacun des graphiques suivants représente une situation où il y a une modification de la vitesse de réaction. Pour chacun, indiquer un facteur. Donc, nous, là, notre but, là, qu'est-ce qu'on cherche, là? C'est vraiment un facteur qui pourrait avoir une modification sur la ligne en pointillé. Donc, la ligne en pointillé, c'est la modification. On se rappelle que les facteurs, hein, il y a la nature des réactifs, ça ne sera sûrement pas ça. Ensuite, on a l'augmentation de la surface de contact, qui n'est pas bien représentée par un graphique, ça ne sera sûrement pas ça. Modification de la température, de la concentration, puis ajout d'un catalyseur. Fait que nous en reste finalement trois. Justement, donc au numéro 1A, ça ressemble pas mal à l'ajout d'un catalyseur. Je ne sais pas si vous avez vu, là, on a donc l'énergie donc minimum ici qui était déplacée avec une translation donc vers la gauche ici. On se rappelle que l'énergie minimum, hein, c'est comme l'énergie d'activation. Fait que si on regarde, donc au départ, là, en dessous de la courbe, il y a juste ces particules-là qui avaient atteint donc l'énergie minimum. Puis là, on en a vraiment, vraiment plus. Fait qu'on a ajouté un catalyseur. Donc, c'est sûr que c'est un catalyseur positif, sinon on aurait dit un inhibiteur. Puis le but, ben, c'est d'augmenter la vitesse de réaction. On se rappelle hein, qu'en passant, là, la courbe A, c'est le nombre de particules en fonction de l'énergie cinétique. C'est la deuxième courbe qu'on avait vue, là, la courbe de Maxwell. Ensuite, on a le graphique de l'énergie en fonction de la progression. Ça, c'est notre graphique normal. Et regardez ici, on a l'énergie d'activation qui est super petite avec la courbe en bleu. Puis avec notre modification, donc la courbe modifiée, notre énergie d'activation, ben, elle est vraiment, vraiment, vraiment plus haute. Ce qui fait en sorte que, oh, donc, imaginez-vous, là, une réaction qui doit faire, oh, qui monte ici. Donc, ça fait beaucoup plus rapidement que, oh, donc, une énergie là, qui se ferait, donc avec une grande énergie d'activation. Fait qu'on a ajouté un inhibiteur ou on aurait pu dire un catalyseur. Un catalyseur, oups, j'écris mal, donc négatif, hein, ça aurait marché aussi, ou un inhibiteur, c'est la même chose. Et le but, ben, c'est de ralentir la vitesse de réaction. On n'est pas obligé de toujours accélérer la vitesse de réaction. Au numéro C, le facteur, donc on va y aller avec le D tout de suite, regardez bien. Donc là, qu'est-ce qui se passe avec ma courbe? Donc j'ai une translation, je vais mettre T pour translation, là, vers le bas. Fait que si j'ai une translation ici, là, qui s'est faite donc vers le bas, bien, c'est clair qu'on a changé la concentration. Puis, bien, regardez, là, au départ, on avait tout ça qui réussissait à dépasser la barrière énergétique. Puis avec la descente de la courbe, bien, il y en a vraiment, vraiment moins. Fait qu'on a une diminution de la concentration, ou on pourrait écrire ça comme ça, là, une diminution de la concentration, qui fait en sorte que ça ralentit donc la vitesse. Ici, oh, j'ai une translation aussi, mais ma translation, donc, elle a été déplacée vers la droite. Qu'est-ce que j'aime pas, là, c'est que ça l'a abaissé un peu aussi, mais en général, on fait juste la translater. Ce qui fait en sorte qu'au départ, regardez, on a juste ces particules-là qui réussissent à dépasser la barrière énergétique. Puis après, ben, on en a vraiment, vraiment, vraiment plus, là. Fait que c'est clair que ça augmente la vitesse. Puis c'est clair qu'est-ce qu'on a fait. Lorsqu'on déplace la courbe vers la droite ou vers la gauche, ben, on a augmenté la température. Un gros T hein, pour température, on se rappelle. Si on s'en va au numéro 2, genre de question d'examen, donc on pourrait mettre examen à côté pour être sûr examen, on va aller chercher pour chacune des réactions trois façons, trois, d'augmenter la vitesse de réaction. On se rappelle hein, qu'on se fout des produits, on s'intéresse juste, whoop. Donc je vais aller annuler ça, là. Bon, j'ai tout annulé. Donc on s'en fout donc des produits, on va juste se soucier donc des réactifs pour modifier la vitesse de réaction. Fait qu'ici, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer que, oh, on a du carbone solide. Fait que si on a un solide, pourquoi pas donc en profiter pour le couper en petits morceaux pour augmenter la surface de contact, ce qui fait en sorte que ça va augmenter la vitesse. Après ça, on a la chance de travailler donc avec l'hydrogène gazeux. L'hydrogène gazeux, ben, c'est clair qu'on peut augmenter la concentration du dihydrogène pour augmenter de la vitesse. Puis ensuite, ben, on peut faire là, des modifications donc comme normal, donc ajouter donc un catalyseur, ça on peut pratiquement tout le temps le dire, puis augmenter la température, ça on peut pratiquement tout le temps le dire donc aussi. Ensuite, pour le B, on a un aqueux puis pourquoi que j'ai été mettre un X là-dessus? Donc, c'est juste les produits qu'il fallait annuler. Je viens d'annuler donc un réactif. Là, j'avais vu la flèche un petit peu plus loin, fait qu'on va recommencer, là, c'est pas grave. Donc, on a
du plomb 2+, qui est aqueux. Fait que qu'est-ce que je pourrais faire? Ben, je pourrais augmenter, puis aussi, hein, j'en ai un aqueux. Fait que je pourrais augmenter la concentration des ions Pb2+, hein, augmenter la concentration de lui, puis augmenter la concentration donc de l'autre ion, le I négatif, donc aussi donc aqueux. Après ça, vu que j'ai juste des aqueux, j'ai pas de solide, puis je peux pas là, me soucier des produits, je me soucie juste des réactifs, ben je peux augmenter la température comme dans chacune des réactions, puis je pourrais aussi donc ajouter un catalyseur donc positif. Numéro C maintenant. Donc, on a du carbone solide, fait que, du calcium, pardon, donc solide. Fait que dans ce temps-là, ben, on peut le couper en petits morceaux en augmentant la surface de contact. Puis vous, hein, dans l'examen, ça va être bien important de dire lequel là, que vous allez, avec lequel vous allez travailler avec la surface de contact. Il faut vraiment que vous cibliez là, le solide. Fait que augmenter la surface de contact ou couper un petit morceau, donc le calcium. Après ça, ben, comme tout le monde, on peut augmenter la température, on peut ajouter donc un catalyseur aussi. Là, vous allez dire, ben là, on pourrait jouer avec le liquide, augmenter la concentration. Ben non, un liquide, là, c'est à 100% pur. Fait qu'on ne peut pas changer donc la concentration. Fait que ça, là, tu sais, dans le fond, c'est une petite pointe. Numéro 3. Pour évaluer l'effet de la température sur la vitesse d'une réaction, ISEM effectue une expérience à une température, on va l'écrire T, de moins 10 degrés Celsius. Il recueille dans un ballon le dioxyde de carbone gazeux au fur et à mesure qu'il se forme. Le ballon atteint un volume, V, à une pression P de 102,4 kPa en un temps, delta T, de 3 minutes 25 secondes. 3 minutes 25 secondes, on va tout mettre 100 secondes, là, ça va donner 205 secondes. On veut savoir quelle sera la vitesse de réaction, mais pas dans n'importe quelle unité, là, en mol par seconde. Fait que nous, on va aller calculer la vitesse. Vitesse, hein, c'est une formule logique, c'est toujours la quantité divisée par le temps, mais nous, la quantité, on la veut en mol. Fait que si on la veut en mol, on a deux choix de formule. N est égal à petit m sur grand M. On ne peut pas, parce que nous, on n'a pas le nombre de grammes. Fait qu'étant donné qu'on a la température et la pression, c'est pas mal un truc là, qui va nous dire qu'on va travailler avec PV est égal à NRT. PV est égal à NRT, je vais aller isoler donc le N ici. Isoler donc le N. Puis, ben, c'est sûr hein, que ma température, je vais prendre soin de faire plus 273 pour la mettre en Kelvin. Puis, mon volume, ben, je vais diviser par 1000 pour le mettre en litres. Hein? Donc, diviser par 1000 ici. Puis ici, ben, on a fait plus 273. Fait qu'on fait la pression fois le volume divisé par notre R. Je vais toujours donner votre R avec les unités, votre constante des gaz parfaits fois, ben, ou divisé là, par la température, et ça va nous donner notre nombre de moles. Bon, fait que notre nombre de moles, on peut l'insérer donc ici. On divise par le temps. Puis là, pas besoin de faire 0, parce qu'au départ, on le sait bien qu'on en avait donc 0. Là. Et ça va nous donner notre vitesse en moles par seconde. Numéro 4. On veut déterminer l'ordre de la réaction en fonction de chacun des réactifs. Fait qu'on s'en fout finalement donc des produits. Puis là, vous allez dire, ben là, on n'a pas de résultat expérimental, non, mais on a déjà donc la loi de l'expression de la vitesse. Vu qu'il n'y a pas d'exposant, ben, l'exposant sous-entendu, c'est 1. L'exposant sous-entendu, c'est 1. Fait que c'est d'ordre 1 finalement pour le NH4, puis aussi pour le NO2. Puis l'ordre global, tout ce qu'on a à faire, donc c'est 1 plus 1 qui va donner 2. On se rappelle qu'il faut additionner les exposants pour aller chercher l'ordre global. Fait qu'on en a l'ordre pour chacun des réactifs, puis on a l'ordre pour la réaction donc au complet, là, qui est de 1 plus 1, on additionne les exposants, qui est de 2. Qu'est-ce que ça nous donne, donc, de savoir l'ordre, puis de savoir, admettons, donc, ici, l'expression de la vitesse? Bien, on le sait, comme par exemple, si on fait ici le C tout de suite, là, que vu que c'est d'ordre 1 ici, ordre 1 là, puis ordre 2, bien, on le sait que si je double la concentration de lui, bien, la vitesse va faire donc la même affaire, dans la même progression. Pour le BR aussi. Pour le H3O, bien, lui, là, c'est que là, si je double la concentration, ben 2 fois 2, ça va quadrupler donc la vitesse. C'est qu'on s'entend qu'on peut jouer beaucoup avec les concentrations, parce que l'ordre global, si j'additionne tous mes exposants, on va l'écrire à côté, 1 plus 2, qui va donner 4. Fait qu'on s'entend dessus que si je double la concentration de chacun, 2 exposants 4, et on va voir là, le nombre de fois que la vitesse va augmenter. Fait que ça va à peine. Fait qu'ici,
Ordre 1 pour le BRO, ordre 1 pour le BR là, en ion négatif, puis ordre 2 là, ici là, pour celui-là. Donc, c'est l'équation là, de l'expression de la vitesse qui nous donne ça. Ici en B, donc là, on aurait tendance à dire, ben là, on n'a pas, admettons, V est égal à K fois le NO2, là, on ne l'a pas. Donc, on peut-tu prendre, admettons, le coefficient, vu qu'on ne l'a pas, puis le mettre ici, donc à 2? Oui, on pourrait, mais on n'est pas sûr. Fait que pour être sûr, on va se fier sur l'unité ici de la constante de vitesse, unité. Et si je vous montre, je vais aller vous montrer donc dans les notes de cours, là, à la page 34, regardez, l'unité ici, là, regardez bien, là, on est en litres. Bon, je vais prendre mon crayon. On est en litres divisé par des moles divisé par des secondes. Ça correspond à ordre 2. Fait que le ordre 2, là, il n'est pas à cause que le coefficient est de 2, il est à cause de l'unité. Fait que dans le fond, on serait d'ordre 2. Puis, ben, c'est sûr que l'ordre global aussi, ben, il serait de 2, là, parce qu'il n'y a pas d'autres réactifs, il y a juste un réactif. Numéro 5, donc on va y aller avec la logique. Nous autres, on nous dit, lorsqu'ils exploitent des grottes souterraines, les spéléologues doivent se méfier des nappes de dioxyde de carbone, de CO2. Ce gaz provient principalement de la réaction du carbonate de calcium qu'on a ici, des roches avec l'ion H+, des plus acides. En effectuant les tests énumérés dans le tableau ici, donc tests de 1 à 6, il est possible de déterminer l'influence de quelques facteurs sur la vitesse de réaction. En passant, la masse du CaCO3, donc il n'y a aucune influence sur la vitesse de réaction. Et on aurait pu le diviser en petits morceaux, ça aurait eu une influence, par exemple, comme la forme. On sait que la vitesse de réaction donc, va être beaucoup plus vite lorsqu'on est en petits morceaux, hein, ça c'est sûr. Puis le volume, donc en litres de la solution, n'a aucune influence, parce que le volume n'est pas un indice qui fait en sorte que ça va faire donc un facteur qui va faire en sorte que la vitesse va augmenter. Il nous reste par exemple la concentration de notre acide, donc qui peut être modifiée. C'est sûr que plus la concentration est haute, plus la vitesse va être élevée. Fait que, on s'entend là, que je vais choisir là, ici, donc ces concentrations-là. Puis en plus, ben, je ne choisirais pas, donc, ben, en, mon Dieu, je me suis comme trompée, en poudre, la vitesse donc, est plus élevée, puis en gros morceaux, excusez, c'est des gros morceaux. Donc, la vitesse donc, est plus basse. J'ai lu vraiment donc trop vite. Fait que c'est clair qu'on va choisir donc en poudre et non donc en gros morceaux. Il a fallu que je lise un peu mieux. Fait que où est-ce que la vitesse va être plus accélérée? Ben, on y va là, selon notre jugement. Ça serait le test numéro 5. Où est-ce qu'on a de la poudre et où est-ce que aussi la concentration est plus élevée? Fait que c'est clair que c'est l'essai numéro 5. Si on continue avec le numéro 6, on nous dit le saccharose, le sucre, autrement dit, principal constituant du sucre blanc, peut se décomposer en fructose et en glucose en présence d'une solution d'acide chlorhydrique. Ce dernier joue alors donc le rôle d'un catalyseur. Donc, on le voit au-dessus de la flèche, là. Donc, c'est vraiment le catalyseur, il ne participe pas à la réaction. Puis, il peut être récupéré à la fin. Tout ce qu'il fait, hein, le catalyseur, on le sait, il abaisse l'énergie d'activation. Cette réaction s'effectue selon l'équation suivante. En effectuant la réaction à 23 degrés Celsius, donc on s'en fout là, de la température, en autant que la température ne change pas, avec une solution de l'acide chlorhydrique, la concentration du catalyseur, donc on s'en fout aussi, on note que la concentration d'un des réactifs, puisqu'on sait que les produits, on s'en fout donc aussi, puis qu'en plus, la concentration du H2O, ben, aucune influence étant donné que c'est un liquide et c'est pur à 100%, ben, la concentration, elle, du saccharose, on peut la faire varier puisque c'est aqueux, va passer d'une concentration initiale à une concentration finale de 0,274 mol par litre en un temps, delta T, de 39 minutes. Bien sûr, à notre 39 minutes, ben, on va transférer ça en secondes. 2340 secondes ici. Fait que si on veut avoir la vitesse en mol par litre par seconde, il faut vraiment y aller variation de la concentration. Fait que variation de la concentration, autrement dit, c'est la quantité, divisé par le temps, comme ça ici. Donc, divisé par le temps, on n'est pas obligé de faire moins zéro, qui va me donner ici la vitesse. Si on s'en va donc avec l'autre numéro,
On nous dit au numéro 7, soit le graphique ci-contre, quelle courbe illustre la réaction en présence d'un catalyseur? Ben, c'est la courbe du haut, hein, parce qu'on voit tout simplement, ce serait la courbe là, ici, là, celle-là, là, parce qu'on voit que la concentration de la substance A va augmenter plus vite qu'elle ne fait donc dans la courbe du bas. Fait que si la réaction est plus vite ici, la réaction est moins vite là, bien c'est sûr que c'est ici là qu'on est catalysé ou qu'on a présence d'un catalyseur. Numéro 8, quel graphique représente la réaction la plus lente? Fait que la plus lente, là, ça veut dire que l'énergie d'activation là, est vraiment plus élevée. Fait qu'ici, l'énergie d'activation pour se rendre au complexe activé, au CA, elle est quand même élevée. On pourrait donc la noter avec les chiffres, mais à l'œil, là, on le voit que, regardez ici, donc c'est moyen. Puis là, ici, l'énergie d'activation, donc elle est plus petite. Fait que c'est clair que c'est le graphique numéro A qui est la réaction donc la plus lente. Pourquoi? Parce que l'énergie d'activation est la plus grande. Numéro E, on veut savoir quelle est la réaction globale de ce mécanisme. Fait que dans ce temps-là, pour faire ça, ben, on va y aller avec la loi de S. Puis la loi de S va nous permettre en B de savoir quelle substance joue le rôle de catalyseur. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va annuler les termes semblables d'un côté à l'autre de la flèche, là, tu sais, dans le fond, entre les réactifs et les produits. Fait que H plus aqueux, H plus aqueux, donc ça s'annule. On a du CHOO, H2, pareil ici, donc avec là. On va aller annuler le HCO+, HCO+. Fait qu'est-ce qui va nous rester? Donc, finalement, il va nous rester donc ça, ici, avant la flèche. Il va nous rester le CO2 gazeux après la flèche, puis le H2O liquide après la flèche. Fait que là, nous autres, en B, il faut trouver la substance qui joue le rôle d'un catalyseur. C'est une substance qu'on peut trouver au début puis à la fin. Au début puis à la fin, dans le fond, là et là, puis qui ne va pas participer à la réaction, qui ne sera pas dans les réactifs, les produits de la réaction globale. C'est clair que c'est le CH, le H+. Donc, le H+, là, en ion. Numéro 10, le fer rouille en présence de l'oxygène. Ce phénomène est accéléré dans certaines conditions, notamment en présence d'eau salée. Étienne place un morceau de 10 grammes de fer, donc ça c'est la masse, dans une éprouvette avec un peu d'eau salée. Il note que la vitesse V d'oxydation est de 1,6 fois 10 exposé à moins 3 grammes à l'heure. On veut savoir quelle va être la masse de fer qui va rester. Fait que nous, dans le fond, on peut aller calculer la vitesse, genre quantité, divisé donc par le temps. C'est ça là, qu'on a fait ici, là. Nombre de grammes divisé par le temps. Mais nous, qu'est-ce qu'on cherche? C'est pas la vitesse. On cherche la masse. Fait que dans le fond, on cherche la quantité. Puis si j'isole ici, on a isolé la masse, dans le fond. C'est ça qu'on a fait, qui va nous donner la vitesse fois donc le temps. Fait que je vais faire la vitesse en grammes par heure. Étant donné que, ben, nous autres, c'est après 2 semaines, on va mettre 2 semaines en heures, là, vu qu'on avait déjà des heures, là, 336 heures, qui va nous donner la masse ici de fer. Au départ, ça, c'était la masse initiale de fer. Si je veux savoir à la fin, ben, je vais enlever mon 0,54. Je vais voir donc qu'est-ce qui me reste, 9,46 grammes de fer. Numéro 11, on veut savoir quel est l'ordre de cette réaction. Donc, c'est du A là, qui se transforme donc en B. Je ne sais pas si vous voyez, on a toujours la même vitesse de réaction. Tasse de 2, descend de 1, tasse de 2, descend de 1, tasse de 2. On voit que la vitesse est vraiment constante. Fait que si la vitesse est constante, bien, ça veut dire que la vitesse de réaction ne dépend pas de la concentration. Fait que dans ce temps-là, là, c'est d'ordre 1. Si on se rappelle, là, dans nos notes de cours, là, aucun effet sur la vitesse. Donc, la vitesse donc, est constante. Elle ne va pas doubler, elle ne va pas quadrupler, elle ne va pas rien. Puisque nous autres, dans le fond, on a le graphique, la concentration en fonction du temps, la concentration de mon A là, en fonction du temps qui va diminuer là, tranquillement, pas vite. On n'a pas une courbe, hein? On a une droite, mais ce qui fait en sorte que c'est d'ordre 0. Numéro 12. La peinture sur les automobiles n'a pas seulement une fonction esthétique, elle permet également de protéger la carrosserie contre la corrosion.
en vous appuyant sur la théorie des collisions, expliquer le rôle de la peinture sur la vitesse de réaction. On veut identifier le facteur qui est en jeu. C'est sûrement pas la concentration, c'est sûrement pas la température, c'est sûrement pas un catalyseur. Qu'est-ce que ça fait? C'est que la peinture diminue la surface de contact, donc avec le métal. Fait que c'est sûr que si la peinture s'effrite, là, hop, le métal peut réagir. Mais si on annule la surface de contact entre le métal et l'oxygène, bien, la corrosion, finalement, donc, n'est plus là, on n'est plus en contact avec l'air. Ça diminue donc les collisions, ce qui fait en sorte que la vitesse, donc, va vraiment être réduite. Fait que, tu sais, ça va là vraiment donc ensemble. Numéro 13. Donc, si on y va avec ça, on a cette réaction-là. On a deux réactifs dont on va faire varier la concentration. Le produit, on s'en fout. On nous dit que la réaction est d'ordre 2 en fonction du NO, puis qui est d'ordre 1, là, on n'a pas mis le 1 puisque c'est pas beau, là, en fonction du O2. On veut savoir lequel des expériences va être plus rapide. Fait que ça, on se rappelle, hein, pour l'expression de la vitesse, tout le temps V est égal à la constante. La constante, on ne la sait pas, mais la constante est pareille, hein, puisque c'est la même réaction avec la même température, fois la concentration du premier réactif, fois la concentration du deuxième réactif. Ils sont toutes les deux gazeux, fait qu'on peut faire varier la concentration donc des deux. Puis nous, on a fait des petites expériences. Fait que le but, hein, pour l'expérience 1, 2, 3, 4, c'est d'aller remplacer, donc ici, notre concentration dans la formule, puis on va voir donc la vitesse hypothétique. Là, c'est clair qu'on n'a pas fait fois le K. Là. Le K là, reste égal partout, fait qu'on l'a comme négligé. Tu sais, on peut supposer que notre K reste égal à 1, admettons. Puis là, on va pouvoir les comparer avec, c'est sûr, donc les vitesses finales là, hypothétiques. En passant, ne pas oublier hein, que pour notre premier, donc ici réactif, c'est toujours exposant 2, exposant 2, exposant 2, exposant 2. Ici, ben, c'est exposant rien, là, exposant 1. Puis on multiplie là, finalement donc tout le monde pour donner donc la réponse finale. Fait qu'elle que donne un chiffre la plus haute, ben, c'est l'expérience 2 qui va être la plus rapide, donc la vitesse va être plus élevée. Numéro 14. Dans des usines d'épuration des eaux usées, on peut utiliser du chlore pour éliminer certains produits. Par exemple, le sulfure d'hydrogène, le H2S, là, ici, là, qu'il y a là. Sachant que la réaction est d'ordre 1 pour chacun des réactifs, fait que d'ordre 1 pour lui, puisque tu sais, c'est un aqueux, hein, une substance aqueuse, on peut faire varier la concentration. Fait que d'ordre 1 pour chacun, V est égal à K fois la concentration du premier réactif fois la concentration du deuxième réactif, là, et ainsi de suite, exposant 1. Il y a deux réactifs, puis les produits, on s'en fout. On veut savoir, puis que la constante aussi a une certaine température qui va rester constante, là. Fait qu'on s'en fout de la température. La constante de la vitesse est de 3 fois 10 exposant moins 2. On veut calculer la vitesse de la réaction. Si la concentration en sulfure d'hydrogène est de 3 fois 10 exposant 4, donc ça, c'est la concentration du H2S, du sulfure d'hydrogène, puis la concentration, dans le fond, du chlore, du dichlore, concentration du dichlore est de 5 fois 10 exposant moins 2. C'est ça que je vais faire. Je vais faire la constante fois la concentration qu'on m'a donnée du H2S fois la concentration qu'on m'a donnée du Cl2. Je vais aller multiplier donc tout ça. Je n'ai pas à faire là, d'exposant donc 2, puisque tout le monde, ben, c'est sûr que leur ordre est de 1. Oups, la petite parenthèse, là, voilà, là, pas là, là. Est de 1. C'est ce qui fait en sorte qu'on obtient donc la vitesse. Et là, vous allez dire, ben, là, la vitesse, c'est sûr, c'est la concentration divisé par des secondes, fait que c'est des moles par litre par seconde. On s'en va au numéro 15. Le numéro 15, je sais que j'ai une autre capsule là, que je l'avais fait, mais on va le refaire. Là, au lieu là, de passer là, d'une capsule à l'autre, ça va être vraiment beaucoup plus efficace. Notre numéro 15, on nous dit les différentes couleurs des feux d'artifice proviennent de la réaction de substances particulières. Par exemple, pour obtenir la couleur orange, il faut faire réagir du dinitrate de calcium selon la réaction suivante. Afin de planifier un spectre polytechnique, Florence effectue différentes expériences. Elle veut déterminer les conditions qui lui permettent d'obtenir la plus grande blablabla, vitesse de réaction. Voici les résultats qu'elle a obtenus. Pour quel essai la réaction s'est-elle effectuée le plus rapidement? Pour répondre à cette question, ben, calculer la vitesse générale pour chacun des essais. Et ben, c'est tout le temps mieux de les comparer hein, en mol par seconde, donc à la fin. Fait que nous autres, ben, on va aller calculer donc la vitesse pour l'essai 1
on va aller calculer la vitesse pour l'essai 2. Et l'affaire, c'est que on l'a calculé la première fois en fonction du CaNO3,2. Puis regardez, le CaNO3,2, là, c'est pour 2 molécules, puis le NO, c'est pour 4 donc, molécules. Fait que là, c'est sûr qu'à un moment donné, là, il va falloir diviser donc, par 2 pour l'avoir pour une mole. Puis pour le NO2, ben, il va falloir diviser par 4, là, notre vitesse qu'on va trouver. OK. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va transférer premièrement nos grammes en mol avec la formule du début de l'année. On va faire la masse divisée par la masse molaire. Donc, je m'en vais dans le tableau périodique. Je vais chercher la masse molaire dans mon tableau périodique du CaNO3,2. Puis, ben, je vais l'écrire ici, je divise. Fait que ça va me donner ma vitesse. Fait que, tu sais, dans le fond, là, j'ai déjà ma vitesse en mol par seconde. J'ai juste transféré là, mes grammes en mol et je l'avais déjà, donc, pour une seconde. Tout ce qu'il me reste à faire, donc, il me reste à diviser par 2. C'est ça qu'on a fait ici, là, qui est beaucoup trop exagéré, là, pas nécessaire d'écrire tout ça, vu qu'on veut l'avoir pour une mol. Puis, j'ai ma vitesse, ma première vitesse pour l'essai 1. L'essai 2, je fais la même chose. Donc, je m'en vais dans mon tableau pour l'essai 2. J'ai une masse de 0,12. Dans mon tableau périodique, je vais aller chercher donc la masse molaire de mon NO2 qui me donne 46,02 grammes par mol. Les grammes et les grammes s'annulent. Il va me rester donc ici donc des mols. J'ai ma vitesse, donc en mol par seconde. Tout ce qui me reste à faire, c'est de diviser par 4. C'est ça qu'on a fait là. Diviser par 4 pour avoir donc ma vitesse. Fait que lequel qui s'effectue le plus rapidement, donc le plus vite, bien, c'est sûr que c'est mon essai 2. Si je compare finalement donc les chiffres, parce que ben, c'est clair que le chiffre donc, est plus petit. Au pire, là, on tasse les chiffres là, de 4, là, de moins 4. Là. Vous allez voir là, que la réaction la plus rapide, ben, c'est l'essai 2. Et qu'on aurait répondu l'essai 2. Ça, c'est pour notre numéro 15, donc c'est fait. On s'en va donc de l'autre côté. On tombe avec les défis. Avec les défis, donc c'est un peu le même principe. En passant, ils sont super bons. Donc, les défis là, pour la fin de l'année, là, fait qu'ils ne sont pas trop durs. Fait que ce serait important donc, de les faire pour la compréhension, là, sont vraiment parfaits. On y va avec le numéro 1, la réaction globale d'un procédé industriel pour la fabrication de l'ammoniac est celle-ci. Afin de stabiliser la température du système, on peut utiliser l'eau qui circule autour de l'enceinte réactionnelle, donc dans l'usine. Si on produit une masse de 5 grammes d'ammoniac à la minute, donc 5 grammes par minute, c'est une vitesse, hein? Donc la quantité sur le temps, on suppose, donc ça c'est le temps, comme ça ici, on suppose qu'il n'y a pas de perte d'énergie dans le milieu ambiant et que seule l'eau absorbe l'énergie dégagée par la réaction, donc blablabla. Donc nous autres, on va aller chercher la variation donc, de température. On va aller chercher quelle sera l'élévation de la température. Fait que l'élévation de température, là, qu'est-ce qu'on cherche? C'est qu'on cherche la variation de température. C'est ça qu'on va aller chercher. Fait qu'on va utiliser une vieille formule. Donc, on voit ces genres de problèmes de fin d'année qu'on pourrait avoir. Là. Q est égal à MC delta T. On va aller isoler le delta T. Delta T est égal à Q divisé par N divisé par C. Pas besoin d'écrire que c'est pour l'eau, là, on le sait. Il va nous manquer donc notre Q, qu'on ne sait pas. Il va falloir aller chercher. Notre masse de notre eau, on l'a dessus. Donc, notre masse de notre eau, donc, il va falloir donc aller la chercher donc aussi. Donc, la masse de l'eau. Je pense que c'était pour 1 litre, là, une affaire de même. Là. Donc, on va aller voir donc, tantôt ce qu'on était chercher ça. Divisé par la capacité thermique massique, ici, donc de l'eau, qui est de 4,19 joules par gramme de degrés Celsius. Bon, fait qu'on y va avec ça. Fait que nous, ben, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va aller chercher la quantité donc d'ammoniac produit donc après donc 10 minutes. Fait qu'on sait qu'on fait 5 grammes par minute, mais on le fait réagir donc pendant 10 minutes. Fait que on a comme fait un petit produit croisé, là. Fait que dans le fond, là, on a fait réagir 50 grammes pendant là, notre 10 minutes. Ensuite, nous, ben, c'est clair qu'il faut toujours travailler donc en mol, là, parce que, tu sais, quand on va chercher donc le delta H, je sais pas si vous avez vu, là, en plus, on a le delta H, là. Delta H, c'est égal à Q sur N. Puis le N, ben, c'est clair que c'est en mol. Et en passant, là, c'est ça qu'on va aller chercher. Donc ici, parce que c'est le Q qui va nous donner donc la variation de température.
On va commencer par aller chercher donc notre N, ici qu'on n'a pas. On va prendre la formule de début de l'année. N est égal à petit m sur grand M, la masse qu'on vient de calculer, divisé par la masse molaire dans le tableau périodique. On a une production de 2,93 mol. Fait que nous, qu'est-ce qu'on va aller chercher? Donc, c'est le Q qu'on va aller chercher. Fait que Q est égal à delta H, on l'isole, là, delta H fois N. Notre delta H, il est ici, c'est 95 400 joules fois notre nombre de moles qu'on vient de calculer, 2,93 moles. Et ça va nous donner, c'est clair, et en passant, il va falloir diviser par 2, hein? Donc, notre réponse de tout ça, parce que nous, là, notre NH3, là, c'est clair là, qu'on l'a pour 2 moles. Fait qu'il va falloir diviser donc, notre réponse par 2, ou on aurait pu diviser notre 95 400 là, tout de suite par 2. Et ça va nous donner notre réponse ici, là, 139 761 donc joules, qu'on va aller insérer donc ici, tout simplement. Tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est d'aller calculer notre 1300 761 joules. On divise par le volume. Là, vous allez dire aussi que tu as pris le volume. Bien là, je viens de le voir. Là. C'est écrit là, qu'on avait 1 litre. Puis 1 litre, ben, c'est égal à 1000 millilitres. Donc, je le mets ici. Je divise par 4,19 et ça va me donner une variation de température, delta T, de 33,4. Numéro 2, on veut savoir, ben, avec les courbes qu'on a là, ben, à quelle équation ça pourrait correspondre. Donc, ça pourrait correspondre à la D. On va aller tout de suite pour ne pas se mélanger. Fait que nos réactifs, donc, ça serait le B. Je ne sais pas si vous avez vu, nos réactifs, ben, ils diminuent. Fait que c'est clair que les réactifs, c'est le B. Puis les produits, c'est le A. Fait que tout, si c'était le contraire, là, ben, c'est sûr que ça ne marchait pas. Puis là, on veut savoir si ça va donner A, 1A ou 2A. Je ne sais pas si vous avez vu. C'est écrit produit, là. Je ne sais pas si vous avez vu, le A, là, il va comme augmenter 2 fois plus vite. Là, en tout cas, il va augmenter vraiment plus vite que le réactif va diminuer. Je ne sais pas si c'est 2 fois, là, mais on a comme mis 2. Fait que c'est pour ça que, étant donné que nos courbes ne sont pas symétriques, hein, comme ça, que ma courbe ici en B, donc, est plus élevée, c'est pour ça là, qu'on va y aller donc, avec le D. Fait que, c'est vraiment donc, un petit peu donc, de logique, donc aussi donc, au travers. Pas juste donc, du calcul. Numéro 3, le brome réagit en présence d'hydrogène. L'une des étapes du processus est illustrée donc ici. Qu'est-ce qu'on peut aller chercher donc là-dedans? On peut aller chercher que entre l'enthalpie des réactifs puis l'enthalpie des produits, c'est clair qu'on a une belle variation donc d'enthalpie qui va être de 105 kJ. C'est ça qu'on est allé là, trouver ici là, pour la variation donc d'enthalpie. Après avoir amorcé la réaction, on observe que la réaction absorbe 1000 kJ, donc en 45 minutes. Fait que, tu sais, dans le fond, nous, si on va aller chercher le nombre donc, de moles, donc on sait hein, que delta H est égal à Q sur N, ça c'est mon Q, ça c'est ma variation de température. Ben, nous, à la fin, on veut savoir donc la vitesse donc, de réaction. Fait que dans le fond, là, on veut avoir la quantité divisée par le temps. Puis on aimerait ça l'avoir en moles par seconde. On l'a spécifié donc ici. Fait que pour aller chercher le nombre de moles, ben, je vais aller isoler mon N. N est égal à Q divisé par delta H, ou on fait un petit produit croisé là, comme ici. Donc, ça fait super bien. Notre Q, ben, on l'a vu, là, c'est 1000. Donc, on va aller mettre 1000 kilojoules divisé par mon H. Hein, je sais pas pourquoi j'ai mis delta T, je ne sais pas, là, je suis allée isoler ça. Donc, c'est Q divisé par delta H. Bizarre, on dirait que mon H, c'est un T, là, mais on s'entend, là. J'allais isoler, donc ici, mon N, là, fait que j'isole mon N, ben, le N et le delta H, donc, change de place. C'est ce qui fait que je divise donc par mon delta H que j'ai trouvé dans mon graphique. Puis on voit qu'on mélange un peu là, tous les chapitres. C'est le fun. Donc, on voit là, que tout s'entremêle. Et ça va me donner 9,52 mol. Je vais pouvoir aller l'insérer donc ici, donc dans la formule de la vitesse. Donc, je vais faire la quantité divisée donc par le temps. Nous, le temps, ben, c'est ici là qu'on avait dit, c'était 45 minutes. 45 minutes, ça correspond à 2700 secondes. On divise et ça nous donne la vitesse. Numéro 4,
au cours d'une expérience, on note que la pression partielle de l'ammoniac c'est ça, va passer donc d'une pression 1 de 21 à une pression 2 de 10 kPa en un temps de 760 secondes. On veut savoir durant combien de temps faut-il poursuivre l'expérience pour que tout l'ammoniac ait réagi. Bon, fait qu'avant, donc on va aller chercher donc la vitesse donc de réaction. Fait qu'on a la variation de pression, hein. C'est tout le temps la quantité. La quantité, on s'en fout, là, c'est en quoi? Là, on a décidé que c'est en pression. Fait qu'on va faire la pression finale moins la pression donc initiale divisée par mon temps. Je vais avoir donc ma vitesse. Fait que si j'ai ma vitesse, ben, je peux aller très bien calculer en isolant mon delta T, ben, combien ça va prendre de temps pour que j'en aie plus, pour que j'en aie zéro. Fait que dans le fond, là, je sais que pression initiale, ben, j'ai 10 kilopascales. Puis, ben, c'est clair que, tu sais, je veux que ça arrive donc à zéro. Fait que je vais faire donc zéro. Fait que ça, c'est concentration donc finale ici. Donc, ma concentration 2, là, ce qui me reste là, dans le fond, là, pour après ça me rendre à zéro. Parce que j'ai passé de 21 à 10, puis là, je voudrais me rendre à zéro, là. Fait que de 0 à 0 kilopascal. La vitesse ne changera pas parce qu'elle est vraiment constante. Fait que je divise par ma vitesse. Et je vais avoir donc mon temps. Fait que l'expérience va se poursuivre pendant à peu près 700 secondes. Si on change donc de côté, on s'en va, c'est la dernière page avec la question 5. On veut savoir, ben, pour chacune des réactions suivantes, donc on veut avoir l'expression donc de la loi de la vitesse. Fait qu'on n'a pas besoin vraiment pas donc de tout ça, là. Tout ce qu'on a besoin, là, même tout ça, là, on n'a pas besoin pantoute. On a besoin juste de ça, puis du tableau pour aller voir là, qu'est-ce qui se passe. On va se prendre des couleurs différentes. Fait que regardez bien, on a les produits qu'on s'en fout. On va aller voir les réactifs, puis on veut savoir quand on fait varier la concentration, parce que ça, on peut les faire varier, hein, c'est à queue. Quand on peut faire varier la concentration des réactifs, quel va être ici l'ordre de chacun des réactifs. Fait qu'on voit ici que c'est égal pour ceux-là, et qu'ici, on a fait x2, de là à là, de l'SN1 et l'SN2. Je fais juste varier un réactif donc à la fois, sinon, ben, c'est une source de biais. Ben, on voit que, ben, Colin, ma vitesse aussi va varier donc en faisant x2. Maintenant, autour de l'autre réactif à rester stable, regardez là, reste égal. Puis de là à là, ben, ça fait x2. Ici, de là à là, ben, Colin, ça fait x2, donc aussi. Fait que, tu sais, dans le fond, là, ça fait. Oh, ben, faudrait que ça reste. On va recommencer, là, parce qu'il faudrait vraiment que ça reste constant là, pour les deux autres. Là. Fait que, ben, ça. On va aller annuler ça. Là. Je ne me suis pas starté pour le orange là, correctement. Vous voyez, comme ça, parce que c'était à l'autre à rester égal. Ouais, c'est vraiment mieux comme ça. Bon, je me suis bourré un peu. Fait que si on laisse donc le premier, donc réactif égal, puis on regarde l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il fait x2. Puis, pendant que les deux fait x2, ben, Colin, lui aussi, donc, il double. Fait que tant que je double la concentration de 1 puis la vitesse double, si on s'en va là, dans nos notes de cours, donc la vitesse double lorsque j'ai doublé la concentration, ben, c'est clair que c'est d'ordre 1. Fait que si c'est d'ordre 1 pour les deux, hein, on s'entend-tu que quand ça double, donc ça fait donc la même progression, donc c'est d'ordre 1 pour celui-là, et c'est d'ordre 1 aussi pour l'autre. Fait que ordre 1 pour lui, ordre 1 pour lui, et ordre 1, on l'écrit où ce qu'on veut, là, pour celui-là aussi. Fait que tout ce qu'on a à faire, c'est vitesse est égale à la concentration du premier réactif fois la concentration du deuxième réactif. Et toutes les deux, ben, c'est d'ordre 1. Et on n'oublie pas d'écrire la constante qui va varier seulement en fonction de la température. C'est juste la température qui va faire varier la constante. On veut savoir quel est l'ordre global. L'ordre global, on fait juste additionner les exposants, donc ici. Fait que ça va nous donner 2. Numéro C, on veut justement savoir quelle est la constante de la vitesse de réaction. Fait que si je vais aller chercher donc la constante, je vais prendre cette formule-là, je vais aller isoler le K. Je n'écris pas bien là, avec ma tablette. J'isole le K. Puis là, ben, je prends un des essais, n'importe lequel. Moi, je vais prendre l'essai 1.
Autrement dit, là, je vais aller prendre donc l'expérience là, numéro 1, donc ici. Je vais tout prendre les résultats là, de l'expérience 1. Je vais les emmener donc en bas, la concentration de celui-là avec la concentration de celui-là, puis la vitesse. Puis je vais rentrer ça donc dans ma formule. Fait que vitesse pour mon essai 1, divisé par la concentration du premier qui est exposant 1, ça, je ne m'en soucie pas, fois la concentration du I négatif exposant 1, on ne s'en soucie pas bien. Je fais attention quand que je divise, hein, donc c'est 1,4 fois 10 exposant moins 5 divisé par tout ça. Bien entendu, des des moles par litre, donc ça s'annule. Il va me rester donc des moles par litre, mais au dénominateur, hein, fait que je vais comme le remonter. Mais si je veux vraiment savoir l'unité de la constante d'équilibre, bien, étant donné que, je vais effacer ça, étant donné que toute la réaction est d'ordre 2, bien, on voit là que l'unité, c'est censé être des litres divisé par des moles fois des secondes. Fait que ça veut dire que ça ne veut pas, ça va me donner donc ici mon résultat. Puisque tu sais, j'ai des secondes ici qui me restaient, des moles par litre là, qui me restaient donc aussi. Fait que tu sais, si vous voulez y aller par élimination, ça fait, mais vous allez avoir donc le tableau. Fait que vous allez pouvoir directement donc choisir donc l'unité. Fait qu'on se revoit pour une autre capsule vidéo, mais avec le document d'exercice supplémentaire. Fait que ça fait donc le tour. C'est quand même assez long, mais quand même, là, c'est des bons exercices. Puis ils peuvent pas mal tout ressembler donc à l'examen.